Bonjour à tous et bienvenue dans Close Call, la nouvelle émission de Close Up Magazine qui est là pour débattre de vos films et de vos acteurs préférés. Et aujourd'hui, et comme tous les podcasts qui seront désormais présents sur le site Close Up Magazine, nous retrouvons Mathieu, Alex, Emeric et Ghislain. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur le film Mission Impossible 6 qui sort le 1er août dans toute la France avec un retour fracassant de Tom Cruise. Et ma première question pour vous les garçons, c'est est-ce qu'un 6e Mission Impossible, c'est utile ? Tout d'abord, bonjour à tous, merci de nous écouter pour cette première émission. Oui, on commence par une question un peu, c'est vrai, pertinente. Oui, c'est utile, ouais. Ouais, c'est la saga qui perdure et qui attire encore les spectateurs dans les salles de Star Wars et James Bond, quoi, parce que dans contre-exemple, on peut citer Jason Bourne où le dernier n'a pas rapporté, n'a pas fait. C'est vrai que les films d'espionnage, ça a toujours son petit effet sur le public, comme sur les critiques d'ailleurs. Mission Impossible, si vous êtes d'accord, a une tendance à s'attirer le bon des critiques et le meilleur des critiques. Oui, c'est vrai que en 2015, quand Rogue Nation est sorti, c'était même le film qui ressortait le plus des professionnels du cinéma, comme des réalisateurs comme Joe Dante, qui disaient que c'était le meilleur film d'action qu'ils avaient vu de l'année, parce que c'est justement hyper bien écrit, hyper bien construit. C'est pas juste du divertissement spectaculaire pour être spectaculaire, quoi. Il y a quand même toujours un scénar hyper travaillé. Il y a juste limite le deuxième opus que je trouve vraiment en dessous des autres, mais sinon c'est de la qualité à chaque fois, quoi. Pour rebondir sur le 2, parce que c'est vrai que le 2 maintenant, comme 13 ans ou 15 ans après, on va dire, il est quoi, sorti en 2002, quelque chose comme ça. Ouais. Faut le remettre dans le contexte, mais à l'époque, tout le monde a été voir Mission Impossible 2 en salle, quoi. Enfin, à l'époque, quand il est sorti, il y avait le meilleur réal de l'époque derrière la caméra. Qui était réalisé donc par John Woo. John Woo, qui était une superstar, hein. Il arrivait à Hollywood, il avait fait Volte-Face, il avait fait Broken Arrow. C'était les blockbusters énormes à l'époque, et il arrive sur Mission Impossible, c'est un peu un événement. Enfin, moi, je me rappelle autour de moi, à l'époque, j'étais ado. Tout le monde partait, j'étais même deg, parce que j'étais même frustré que tout le monde aille le voir, parce que moi je ne pouvais pas y aller forcément à l'époque, mais tout le monde avait été voir le film en salle, et tout le monde en parlait, et tout le monde en disait à peu près du bien, en termes de public. Après les critiques, je m'en rappelle plus forcément. Les critiques n'avaient pas été très bonnes, mais c'est vrai que moi j'avais trouvé ce film particulièrement efficace. Même si c'est vrai qu'on ne retrouvait pas le côté un peu plus sombre qu'il y avait pu avoir dans le premier opus, qui était donc réalisé par Brian De Palma. John Woo, c'est vrai qu'il s'est permis de réaliser un film un peu plus solaire, un peu plus joyeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ghislain et Emeric, est-ce que le deuxième, à votre avis, était en dessous des 5 premiers qu'on a déjà pu voir ? Alors, pour l'avoir vu d'ailleurs, il y a quelques jours, je me suis vraiment dit à la fin, c'est un film que j'aurais adoré à 12 ans. C'est-à-dire que, oui, c'est la réal de John Woo, c'est cheap maintenant, ça a vieilli quand même, c'est du ralenti, c'est du zoom, c'est du cut, ça va à fond, c'est vraiment le cinéma hongkongais. On est dans du à toute épreuve, des trucs comme ça au niveau de la réal, mais maintenant, il accuse quand même le poids. Après, il a son identité, c'est sûr, mais ça fait quand même rire quand on voit Tom Cruise courir au ralenti, avec une envolée de pigeons pour aller affronter les méchants. Des hirondelles. Il y a les deux. Elles sont partout. Il y a pigeons et hirondelles. C'est un schéma, c'est une image chère à à John Woo dans tous ses films. À toute épreuve commence comme ça, avec un bar où il y a des oiseaux partout dans des cages, et de la fusillade, il y a des plumes et des oiseaux qui s'envolent partout. C'est un type qu'on retrouve de partout. Mais oui, Ghislain, t'as raison, c'est vrai, c'est un film qu'on adore à 12 ans, quoi, 12, 14, 16 ans. Plus on vieillit, plus on a du mal, mais à l'époque, c'était ouf, quoi, c'était fou, hein. Là, on a vu quelques images à travers la bande-annonce de Fallout, donc le 6e opus qui sort le 1er août. Qu'est-ce que vous attendez de ce Mission Impossible ? Alors, moi, pour ma part, je trouve que je pense que ce qui fait l'une des plus grosses identités de Mission Impossible, c'est vraiment le travail sur les cascades
et un peu la grandiloquence de l'action en fait. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a dans les films d'espionnage, etc., il y a sûrement deux sagas qui se démarquent beaucoup. Ça doit être Mission Impossible et les James Bond, qui ont toutes les deux, à mon avis, une identité vraiment propre comparé à d'autres films qui sont peut-être un peu plus scolaires, peut-être un peu plus simples, ou qui restent dans des sillages qui ont déjà été marqués. Et moi je pense que le prochain sur Fallout, à mon avis, enfin, moi j'attends une bonne grosse scène d'action digne de peu près chaque épisode qu'il y a eu. Et je me souviens de la scène du 1, moi aujourd'hui pareil je la trouve un peu cheap aussi, mais c'est vrai que le coup de l'hélicoptère dans le tunnel, tout ça, ça reste quand même impressionnant quand on le regarde. Et c'est bon, il y a un côté un peu fun parce qu'on se dit c'est quand même improbable, mais ça toujours très efficace, ça reste rien à l'écran. C'est ça, pareil, ou la scène dans le 3 avec où il est dans les immeubles, enfin il tombe de tous les côtés, ça n'a presque plus aucun sens, mais c'est tellement, ça relance tellement que je trouve que la scène, en fait, on a l'impression que c'est une scène qui n'a pas de fin et qui est épique du début à la fin quasiment. Je rebondis sur ce que tu viens de dire justement sur les scènes improbables qu'ils peuvent avoir. Comment on peut autant aimer et trouver de bonne qualité des Missions Impossibles alors qu'un The Rock qui fait ça, qui se balance d'immeuble en immeuble, on va trouver ça complètement ridicule. Qu'est-ce qui fait que justement Mission Impossible c'est encore crédible ? Tom Cruise. Tout simplement Tom Cruise. On parlait de John Woo tout à l'heure. John Woo, Tom Cruise a réussi à faire peur à John Woo parce qu'il y a des cascades. Il disait non, je veux les faire moi-même déjà. Alors ça met un peu les cascadeurs au chômage, mais par exemple, il y a une scène où il y a un couteau qui s'arrête à même pas 1 centimètre de son œil. Il a dit je veux que tu utilises un vrai couteau et que tu y ailles avec toutes tes forces et le couteau sera retenu par un câble. Et les gars, ils étaient là, ouais, enfin quand même. On voudrait bien finir le film avec toi en entier et tout. Et pareil pour la scène emblématique du film de Brad Bird, donc le 4, quand il est en haut de la tour de Dubaï, il l'a fait lui-même. Pour que Brad Bird puisse obtenir des prises de vue qui ne sont pas les prises de vue un peu qui nous arrangent quand il y a un cascadeur de un dos. Un peu caché, où on voit pas trop la tête. Ouais. On voit exactement Tom Cruise qui fait sa petite séance d'escalade et ça fonctionne même super bien. Mais pour venir on parle de Mission Impossible 2, pour venir qui revient sur les cascades, faut remarquer que John Woo instaure un tic chez les Missions Impossibles. À l'époque, la grande cascade du 2, c'est quand même le combat à moto à la fin sur le remblai de la plage. La moto chez Mission Impossible et avec Ethan Hunt que Tom Cruise interprète dans la saga Mission Impossible devient un tic qu'on retrouve donc dans le 2. Dans le 3, je sais plus. Dans le 3, je sais plus s'il y a une partie de moto, je ne crois pas. C'est surtout Tom Cruise qui court pour aller chercher pour retrouver sa femme. Mais dans le 4, il y a la moto. Il y a un truc de moto. Non, c'est une course de poursuite de voiture. C'est dans le 5, il y a une grosse poursuite. Et dans le 5, on récupère la moto. Donc à ce moment-là, quand on voit Ethan Hunt refaire la course de moto qui est quand même assez incroyable, je me rappelle, on se rappelle de l'avoir vu à ce moment-là, un peu avant sa sortie avec l'équipe. C'est quand même un sacré morceau de course-poursuite. C'est un morceau parmi tant d'autres quand ils sont au Maroc, c'est ça. Mais c'est un sacré morceau qu'on retrouve et elle est crédible. Cette scène est crédible parce qu'on a tous en tête Tom Cruise qui fait de la moto à peu près de la même façon dans le 2. En plus, les personnages sont assez identiques parce qu'ils ont la même coupe de cheveux, c'est à peu près le même physique qu'on retrouve un Ethan Hunt. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas le même physique entre chaque Mission Impossible. Dans le 1, il est un peu jeune, le cheveu un peu coupé en brosse. Dans le 2, il a les cheveux longs, il s'assume. C'est vraiment Ethan Hunt façon James Bond qui arrive. Dans le 3, il est autrement encore. Et on retrouve en fait, Tom Cruise change à peu près à chaque épisode. En gros, on retrouve à peu près la même base, mais c'est vrai qu'il a toujours il évolue en fait. En fait, le Ethan Hunt façon Tom Cruise dans les Missions Impossibles, il évolue de chaque film. Et vous pensez que la saga pourrait perdurer même après Tom Cruise ? Ou désormais... Non, plus difficilement. Après, on a déjà eu le cas avec les James Bond, il y a toujours du pour du contre à chaque fois que ça change, et puis il y a toujours les irréductibles qui diront non, le vrai James Bond c'est Sean Connery, nanana. Et puis t'as les autres qui vont voir le film et qui font leur opinion. Finalement, Daniel Craig, c'était pas si mal.
Quantum of Solace, c'est quelque chose qu'on veut oublier. Oui, mais le reste, c'est quand même... il y a Skyfall est venu rattraper. Voilà. Oui, après Quantum of Solace, ça fait partie de Casino Royale en fait. Tu le colles, tu peux les regarder en deux. Ça passe Ils plus. ont essayé quelque chose. Ils ont essayé quelque chose. Mais pour moi, non, parce que finalement, Tom Cruise en tant que producteur a essayé de faire un après Tom Cruise. Faut se le rappeler après le numéro 4. Bah dans Protocole Fantôme. Dans Protocole, voilà, ils ont essayé de... En fait, ils voulaient s'en débarrasser pour se concentrer sur... pas Jack Ryan, sur... Jack Reacher. Jack Reacher. Ils ont essayé il a voulu se concentrer sur Jack Reacher qui avait bien fonctionné, déjà une première collaboration avec Christopher McQuarrie qui avait réalisé le film. Et donc le premier film avait fonctionné et donc il voulait se concentrer sur Jack Reacher. Il laissait un peu de côté Mission Impossible, il avait fait le tour, il voulait plus trop le faire, donc il voulait le laisser de côté et donner les rênes à un autre, rester producteur et laisser les rênes parce que c'est quand même 2 ans de tournage à peu près tous les ans, 2-3 ans quand même. Oui, c'est vraiment digne d'un James Bond. James Bond c'est 2 ans parce qu'il tombe tout d'un seul coup. Ouais. Mission Impossible, il faut un petit bout là, on se rappelle là pour le dernier Fallout où ils ont tourné un peu à Paris. 6 mois après, ils sont revenus à Paris pour retourner. Bon, il y a eu le problème de la cheville de Tom Cruise, mais ils tournent de façon éparse. Ils sont partis en Islande, ils sont partis un peu partout. Et donc un tournage de Mission Impossible, c'est 3 ans. 3 ans, même si Tom Cruise fait d'autres films en même temps, on va dire. Mais c'est 3 ans. Il y a aussi le problème il y a des fois, il y a des petits problèmes au niveau de l'emploi du temps du tournage, parce que par exemple, tu regardes le 4, Brad Bird, il arrive, il demande à J.J. Abrams, qui était producteur, le scénario, il l'a pas eu tout de suite. Donc ils ont tourné des scènes en avance, elles sont dans les bonus du Blu-ray, quoi, mais elles sont pas dans le film. D'accord, ah oui, d'accord. Donc... C'est bon, on fait avec ce qu'on a, comme on peut. Après, t'as Tom Cruise qui corrige le tir parce qu'il est aussi producteur à chaque fois. D'ailleurs, de toute façon, c'est avant tout des films réalisés par Tom Cruise, hein, ça se voit. Il fait le showman à chaque fois sur chaque film. Hein. Bah, tu rebondis sur quelque chose, enfin je le lance comme ça, comme un pavé dans la barre. C'est vrai j'en ai discuté un peu en off la dernière fois, mais je me suis posé la question de savoir si les derniers films où c'est... comment dire McQuarrie, où c'est siglé Christopher McQuarrie, si c'était pas finalement Tom Cruise qui avait mis en scène avec l'assurance de Christopher McQuarrie derrière, quoi. Parce que à partir Pardon, c'est un verre qui vient de tomber, j'ai fait casser Star Wars. Si c'est pas finalement Tom Cruise en tant que producteur, réalisateur, comme on en connaît beaucoup, qui tire un peu leur épingle du jeu, parce que c'est vrai qu'il tire un peu son fil depuis le premier où il avait imposé Robert Thorne au scénario pour reprendre tout, et ensuite ça a été Christopher McQuarrie, quoi. Mais savoir si... parce que chaque épisode de Mission Impossible a cette particularité où ça respire le réalisateur qui est derrière. Ça, c'est vrai que chaque film a un peu une identité différente. Là, enfin, je n'ai pas vu le film, mais ce qui en ressort, je trouve, de la bande-annonce de Fallout, c'est qu'il y aura peut-être un aspect un peu plus dark. De la même manière que Christopher Nolan, pour les Batman, avait fait tout un univers très particulier, j'ai l'impression que là, c'est ce qui pourrait se passer dans Fallout. On a vu des premières images de la bande-annonce, avec un méchant... C'était déjà présent dans Rogue Nation. Hein. Ouais, c'était déjà présent dans Rogue Nation, c'était présent un peu dans le 3 aussi. Ça s'assombrit, plus ça va, plus ça s'assombrit. Après, je sais pas. On a l'impression plus qu'il y a une continuité quand même qui s'est mise en place après à partir du 3, parce qu'il y a Simon Pegg qui était dans le 3. On retrouve Michel Monaghan qui est qui là. Qui a bien marché, qui est de Michel Monaghan qui était dans le 3, qui revient dans le 6. Mais il y a toujours Ving Rhames aussi. Ving Rhames qui a toujours été là. Donc ça sert. Il y a Rebecca Ferguson qui revient aussi là. Ouais. Je pense que les deux films là, entre. Alec Baldwin aussi. Alec Baldwin qui revient, Jeremy Renner qui revient. Il y a quand même un fil rouge. Je crois pas que Jeremy Renner soit. Il est pas annoncé Jeremy Renner. En tout cas, il est pas non. annoncé, peut-être qu'il y aura une apparition. Voilà. Quoi, mais ça peut, on peut déjà. Par rapport à son contrat, il est obligé d'en faire encore un an. Donc peut-être. Jeremy Renner. Mais on va rebondir sur Jeremy Renner parce qu'on va récupérer ce qu'on disait tout à l'heure en disant si Tom Cruise voulait se séparer de Mission Impossible, on n'avait pas fini, mais à la base, Jeremy Renner est arrivé sur Mission Impossible pour reprendre le poste de héros entre guillemets et que la saga continue avec lui. Mais tout en sachant que Tom Cruise voulait voulait quitter le navire un peu parce que le 3 avait une mauvaise presse et un mauvais
critique, publique. Il n'avait pas fonctionné. On pensait à l'époque que la saga Mission Impossible c'était fini. Et donc derrière arrive Protocole Fantôme, qui est un carton. Et Protocole Fantôme devait servir à Tom Cruise, qui était encore là, à introduire Jeremy Renner, qui fait vraiment partie intégrante de l'aventure, pour ensuite le lâcher et en faire un nouveau héros avec des missions impossibles un peu plus modestes, on va dire. Mais vu que ça a été un carton. Alors justement, dans les Missions Impossibles, ce qui est un carton aussi, c'est quand même les méchants qui sont représentés dedans. Là, dans le 6, c'est le méchant Henry Cavill, excusez-moi, le beau gosse Henry Cavill, donc qui joue habituellement Superman. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Si ça fonctionne, tant mieux. C'est vrai que personnellement, je l'avais déjà pas spécialement trouvé ultra convaincant dans la peau de Superman, mais bon, c'est au goût de chacun, j'ai envie de dire, mais bon, après, voilà. Personnellement, c'est pas un acteur que j'affectionne plus que ça. C'est pas un mauvais acteur, mais je trouve qu'il y a des acteurs qui sont capables qui sont, à mon avis, mieux aptes à jouer des méchants, mais pareil, ça me semble pas être un acteur qui a une gueule de méchant, donc faut voir. Surtout s'ils veulent faire un côté plus sombre, est-ce que ça va coller, est-ce que ça va correspondre, je ne sais pas. Après, moi, j'ai envie de donner la chance à l'acteur. Au produit. Honnêtement, s'ils ont jugé que ça passait, pourquoi pas. Hein. Avec la moustache, quand même, je pense avec que le ça problème passe de la bien. moustache, Si ouais. c'était sous contrat, il pouvait parader sa moustache. Franchement, est-ce qu'il va être le vrai méchant du film ? Pas Il est vendu forcément, comme ça dans les premières bandes annonces. Mais pour moi, c'est possible qu'il y ait un revirement. Sincèrement, pour moi, je pense que ça sent le revirement de situation et que ça devient un allié de Tom Cruise parce qu'en fait, il a un agent de la CIA qui va être en opposition. C'est ça, et qui va être en opposition avec l'agence Mission Impossible sur l'affaire qu'il a. Le méchant, normalement, ça serait toujours Sean Harris qui reviendrait. Après, qui lâche pas l'affaire, qui reprit tué aussi à la fin. Ils l'ont pas tué et je crois que, comme je voulais dire tout à l'heure, Rogue Nation, c'est ça le dernier, l'avant-dernier, Rogue Nation va coller Fallout colle Rogue Nation. Je crois que ça va, se superpose et ça se superpose. Ouais, ça va être une suite directe, un peu façon Les Indestructibles 2, qui vont se coller à une minute près. Qui, pardon ? Ça se rejoint. Ça va se rejoindre de façon Quantum of Solace chez James Bond. Tu peux les regarder à la suite, quoi. Après, pour revenir sur Henry Cavill, qui est la grosse nouveauté du film, et on va avouer que ça fait débat, sa participation entre Justice League et avec le problème de la moustache avec Mission Impossible 6, c'est un physique. Le mec est là pour un physique, il n'aurait pas cette gueule et ce physique incroyable. Depuis toujours, il est là pour son physique. Au début... ça me dérange pas, moi. non, mais moi non plus. Moi, je le trouve extraordinaire en Superman. C'est vrai. Il est tellement parfait en Superman. Il a le physique, il a la gueule. Enfin, c'est Superman. Il devait être embauché pour être James Bond à l'époque de Daniel Craig. Il est toujours sur la shortlist pour être le prochain James Bond aussi. Il est anglais, enfin il est gallois je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et normalement il est sur la shortlist pour être le James Bond. Enfin il a la gueule pour être James Bond, hein, c'est sûr. Là il est Superman, ça c'est clair. Après... Est-ce qu'en méchant Mission Impossible... Après, c'est vrai que je me souviens que dans le 4, ils avaient un peu joué aussi sur la bande-annonce où on pensait que Jeremy Renner allait être le méchant, alors que finalement, il devenait complètement l'associé de Tom Cruise. Donc, éventuellement, Henry Cavill, c'est peut-être ce qui lui arrivera également pour être encore dans un set éventuel. Il a l'air d'être le Ethan Hunt de la CIA, quoi. Ouais, en gros. En plus musclé et en moustachu. Nous avait fait le coup dans le 5 aussi, Jeremy Renner, pareil, on pensait qu'il bossait avec Alec Baldwin qui voulait dissoudre IMF et en fait non. Voilà, non. Gros retournement de situation, donc je pense pas que ce soit le vrai méchant. Ilsa Faust pourrait être une méchante, une antagoniste dans cette aventure, parce que dans la bande-annonce, t'as quand même une scène où elle se met en travers de sa route, où elle lui dit « me force pas à faire ça », un truc comme ça, donc ils ont peut-être pas les mêmes intérêts dans cet épisode. Ouais. À voir. C'est vrai que la bande-annonce en dit peu parce qu'il montre beaucoup les cascades encore. Ouais. Hein. La fameuse cascade en hélicoptère, la course-poursuite en moto qu'on va retrouver dans Paris. L'immeuble. C'est pour ça aussi, l'immeuble, la course-poursuite, là où la fameuse scène où il se casse la cheville aussi, où il saute entre les deux immeubles.
À voir, plein de surprises. Je pense que ça va être encore un film à plus de 2 heures. Donc je pense que ça promet beaucoup de choses et que la bande-annonce en montre pas beaucoup. Bah, c'est vrai que ce qu'il y a d'incroyable dans les Missions Impossibles, et comme on peut le voir aussi quand on regarde des documentaires, c'est les conditions de tournage. Et c'est ce que tu disais, Ghislain, tout à l'heure, c'est que Tom Cruise, pour ça, chapeau, il va avoir bientôt 56 ans, il est encore là à faire ses propres cascades. Il y a effectivement, là, dans le 6e opus, une scène où il sort d'un avion, enfin, ils ont eu le droit qu'à une prise par jour, enfin, dans des conditions quand même incroyables, et c'est Tom Cruise qui est sur le qui-vive. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fou. Donc Tom Cruise, pas si obsolète que ça finalement pour Mission Impossible. On le voit encore avec la cascade de l'avion dans le 5. La cascade d'ouverture, ça leur a pris quelques semaines de tournage, mais c'était Tom Cruise, il était au niveau de l'avion et il faisait ce qu'il fallait. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il fait ses cascades. Personnellement, je pense aussi que c'est pour ça qu'il peut pas y avoir... Enfin, ça va être très difficile de remplacer Tom Cruise parce que qu'on aime ou pas la saga, qu'on aime ou pas le personnage, c'est indéniable, le gars fait ses cascades quasiment tout seul à chaque fois, et c'est impressionnant rien que pour ça force le respect. Et ça se voit aussi dans les films. Honnêtement, quand j'ai vu les Missions Impossibles, comparé à beaucoup d'autres films, j'avais vraiment je ressentais en fait que ce soit les scènes de combat, les scènes d'action, etc. Alors je dis pas, des fois il y a des petits trucs, c'est un peu moyen ou quoi, notamment dans le 3, il y a quelques scènes d'explosion qui étaient un peu étranges, mais bon, peu importe quoi. Et globalement, je trouve que c'était très convaincant, et c'est ça qui participe, c'est on ressent qu'il y a Tom Cruise, il fait aussi un peu de ça quoi. Quand il est dans le feu de l'action, bah on sent qu'il y a des artifices qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents, que c'est du réel. Vous ressentez vraiment la différence entre un cascadeur et Tom Cruise, on le sent vraiment. Si quelqu'un qui ne serait pas au courant pourrait voir en disant oui, effectivement c'est tout à fait réel. Je sais pas si c'est à ce point, mais je trouve, enfin personnellement, vraiment je trouve qu'il y a des scènes qui sont beaucoup plus convaincantes que dans beaucoup d'autres films. Et il y a un investissement total de la part de Tom Cruise, parce que j'ai un ami qui a travaillé sur le tournage parisien. Et le mec est professionnel jusqu'au bout, il fait ses cascades, et en plus il remercie toujours les figurants, il salue l'équipe et tout, il est hyper pro quoi. Donc, il s'investit, donc je pense que dans le 7ème, il va s'accrocher à une fusée qui décolle, enfin c'est invraisemblable. Ça va finir façon Moonraker. Chaque scène d'action... Une fusée qui décolle. Non, c'est vrai qu'à la limite c'est la prochaine étape. Hein. Il peut... ça sert un peu l'ego aussi du bonhomme, hein. On va pas se cacher. Hein. Ouais, mais ça sert les films aussi. Ça sert au film et ça sert à son ego. Ça fait la promo, il est malin, c'est ça un fait bon le producteur. show, Quoi. mais oui, c'est un bon producteur. Il a besoin de challenge, outre l'ego, je pense qu'en tant qu'acteur qui a été considéré par la profession et par le public, je pense qu'il a besoin de nouveaux challenges. Et aujourd'hui, presque 56 ans de nouveau, il est là quoi. Il est là pour le public, il est là pour ses films. Et comme tu dis, à 56 ans, il a tout fait. Ouais, mais du coup, le monsieur a tout fait à 56 ans. Quand on regarde sa carrière, il a tout fait. Et il est pas allé dans l'espace. Il n'est pas allé dans l'espace encore. Christopher McQuarrie, si tu nous écoutes. Ou Michael Bay. Un petit Armageddon 2 avec... Mais tout à l'heure, on parlait de Jack Reacher, justement. Il a essayé de tenter l'expérience Jack Reacher en délaissant Tom Cruise, en délaissant Mission Impossible. Et globalement, finalement, il est revenu. C'est peut-être aussi que, même s'il a tout fait, bah, les gens aussi l'attendent sur un certain... dans une certaine voie quoi. Ouais, sur un certain créneau. Ce qui fait un peu de peine pour Jeremy Renner d'ailleurs, parce qu'on a essayé de le mettre sur les Jason Bourne, sur Mission Impossible, sur Avengers, où il a quand même le rôle le moins servi quoi. Alors que c'est un excellent acteur, et effectivement peut-être que le public accroche moins, il doit sûrement avoir des sondages et que... Le truc, enfin peut-être que, je me plante peut-être en disant ça, mais le truc c'est aussi que Jason Bourne c'est Matt Damon, Mission Impossible c'est Tom Cruise, bon, les James Bond, à la limite, c'est passé par beaucoup de mains, mais il y a toujours des fans de la première heure qui diront non, moi je préfère Roger Moore, non, moi ceci, moi cela. Donc, quelque part, moi en l'occurrence, je préfère Pierce Brosnan. Et je pense que malgré tout, il y a. Après, en l'occurrence, bon, James Bond, ça a parcouru un peu plus de générations, je pense, mais ça fait partie de son truc. C'est un bon commis, quelque part. C'est un bon assistant. Ouais, mais Jeremy Renner, s'il avait sa propre licence, peut-être qu'il trouverait sa voie aussi. Après, c'est...
faut pas oublier que Jeremy Renner, en fait, il est vachement bon dans les films indépendants. En fait, tout le monde l'a vu dans des blockbusters, on a vu Wind River l'année dernière. Il est incroyable. Excellent film. Il a une scène où il raconte la mort de sa fille et qui est bouleversante. On l'avait vu dans L'assassinat de Jesse James, qui est un super film. En fait, il est très bien dans les films indépendants et il va dans les blockbusters parce que y a de la thune, il y a des contrats de je sais pas combien de films, mais c'est différent d'un Wind River. Ça doit faire du bien de faire une Mission Impossible juste après. Il passe pas le cap des projections test, je pense, aux États-Unis. Il a pas le physique pour. Il faut voir les box-office aussi. Hein. Il a failli avoir sa saga avec Hansel et Gretel. On se souvient avec l'actrice anglaise qui jouait sa sœur Gemma Arterton. C'était un début de franchise. Hein. Ça devait être une franchise. Nouveau chasseur de sorcières, mais ça n'a pas marché. Il marche pas au box-office, point, c'est tout. Dans le rôle leader, parce que sinon dans le rôle leader. Marche, voilà, dans le rôle leader. Après, c'est vrai que quand il fait Jason Bourne, le film marche pas, ou marche moins bien qu'avec Matt Damon. Enfin, pourtant, il était pas trop mal écrit, je trouve. Non, c'était le même mieux écrit, était plutôt bien géré. Tony Gilroy, quoi, c'était pas mal. Après, oui, c'est ça, Tony Gilroy, je crois. Mais il avait écrit aussi. Ouais, il avait écrit, mais là, il passait enfin la mise en scène. Après, je pense qu'il attire pas le public, ce qui est bizarre parce que là, tout le monde crie au scandale qu'il soit pas dans le dernier Avengers Infinity War, mais et tout le monde va applaudir son retour dans la suite qui va être là, qui va arriver ou. Enfin, c'est bizarre. Quand il est là, personne vient le voir ou personne n'est intéressé, et quand il est pas là, tout le monde se pose. Je pense que c'est un acteur qui est très apprécié, mais du coup pour beaucoup de gens, ça fait plaisir de le voir, mais peut-être pas en rôle principal parce que on apprécie de le voir aux côtés d'eux, mais peut-être pas en tant que. Il a malgré tout une carrière extrêmement intéressante parce qu'il peut se permettre de naviguer entre des blockbusters comme Avengers et en même temps des films d'auteur qui peuvent l'amener à Cannes. Wind River, ça avait été à Cannes, donc c'est quand même formidable pour un acteur de cette trempe-là de pouvoir aller dans toutes sortes de directions. Après, moi je pense que le problème dans le cas de Mission Impossible, c'est quand il apparaît dans le 4, c'est que sa fonction, enfin elle est pas, il y a déjà Tom Cruise et c'est une sorte de Tom Cruise en plus petit. Alors on peut dire que c'est une sorte de passation de pouvoir, mais ça se résume à un combat de qui est la plus grosse, quoi. C'est je te désarme, tu me désarmes, je te désarme, tu me désarmes, voilà, je suis un mec d'action, moi aussi. Et finalement, au niveau de son rôle, il n'a pas une grande utilité, la place est déjà prise. Ça, c'est vrai que oui, difficile de trouver un peu sa place aux côtés de Tom Cruise, probablement, comme disait Mathieu tout à l'heure, peut-être pour un petit problème d'ego aussi, à la demande de Tom Cruise, ça on ne sait pas. Mais Tom Cruise, justement, je voulais revenir sur sa carrière à lui, c'est quelqu'un qui a également eu les félicitations un peu des Golden Globes, des Oscars. Il avait quand même été nommé aux Oscars, il ne l'avait pas eu, mais il a eu 3 Golden Globes. À votre avis, est-ce qu'il fait bien de s'éloigner des films qui pourraient l'amener dans les festivals ou dans des cérémonies et de finalement faire que des gros blockbusters? Tom Cruise, on est sur Tom Cruise. Oui, non mais je réfléchissais encore à Jeremy Renner. Mais non, c'est le producteur qui parle maintenant, c'est pas, il a fait le tour, il a jamais eu l'Oscar. Il a quand même eu 3 Golden Globes. Hein. Il pensait avoir l'Oscar pour Rayman, il pensait avoir l'Oscar pour Né un 4 juillet. Ouais. C'était un peu son film Oscar. Il a eu sa période fin des années 80, début 90, jusqu'à Mission Impossible. Qui commence après à reprendre avec Brian De Palma. Jusqu'à Mission Impossible où il a fait que des films à Oscar. Il a été tourné chez Scorsese, il a été tourné... il a tourné avec Scorsese, on l'oublie. La couleur de l'argent, c'est ça? Oui, la suite de l'arnaqueur avec Paul Newman. D'accord, ouais. Et il a quand même lui aussi à son actif Kubrick. Il a tourné chez Kubrick. Le dernier Kubrick. Eyes Wide Shut avec son ex-femme Nicole Kidman. Le film qui a cassé son couple, mais parce que c'est le film qui a remis en cause le couple Nicole Kidman et Tom non, c'est Cruise, la Scientologie qui a cassé le couple Kidman. Le tournage Le tournage a duré 2 ans, je crois, selon les envies. La scène du billard, c'est un plan séquence avec Sidney Pollack et Tom Cruise, il y a eu je sais pas combien de prises. Mais il y a toute la bande à Tom Cruise dans le film, ou Stanley Kubrick, qu'on retrouve Pollack, Nicole Kidman et Tom Cruise qui sont là, et on retrouve le russe qu'on retrouvera dans le 1. Oui, c'est vrai.
qui tient la boutique où Qui veut vendre sa fille. Là. Qui veut vendre sa fille, voilà. Donc il y a vraiment, c'est vraiment, on peut dire que même Eyes Wide Shut est un film Tom Cruise parce qu'on retrouve toute sa petite bande de l'époque, outre Stanley Kubrick, mais c'est avéré que le film a cassé le couple. C'est là où Nicole Kidman a un peu. s'est rendu compte de la folie de son mari, Tom Cruise. Ouais. C'est de notoriété publique que le film aurait. C'est le film un peu pivot dans les carrières des deux, quoi. Et vous aimeriez le voir dans quoi désormais avec la maturité qu'il a? Donc on le redit, 55 ans, bientôt 56. Il a forcément pris de l'expérience. Vous aimeriez le voir dans différents films? Dans mon lit. Pas dans La Momie en tout cas. Pas dans La Momie. Pas dans un film exactement, mais dans un rôle de méchant. Un bon rôle de méchant, ça nous changerait un peu, ça casserait son image. Il y avait quand même le film avec Jamie Foxx où il n'était pas non plus gentil. Collatéral, de Michael Mann. Tonnerre sous les tropiques où là ça casse son image de beau gosse absolu. Quoi. Ouais, là il s'est grumé. Il y a juste au milieu. Il a quand même un Rock Forever. Il y a Rock Forever. Il y a eu sa période où il s'est grimé, où il y a eu un peu cette crise un peu d'adolescence d'acteur où il a commencé un peu à faire tout et n'importe quoi. Quand il a sauté sur le canapé d'Oprah Winfrey. Oui, pour la promo de La Guerre des Mondes. Voilà. Crier son amour. Mais il a quand même tourné, c'est vrai qu'on disait avant Mission Impossible, mais non. Après aussi. Hein, Paul Thomas Anderson, Michael Mann, Spielberg. Non, il continue un petit peu. Et il va chercher les petits jeunes. Deux fois Spielberg. Ils auraient pu continuer si justement il avait pas complètement chié la promo de La Guerre des Mondes. Où en fait il parlait que de son mariage avec Katie Holmes et Spielberg lui en a voulu parce qu'il a pas du tout parlé du film pendant la promo. Mais il a cassé un peu la promo du film qui n'a pas non plus, ce qui n'a pas non plus abîmé la carrière du film au cinéma. Universal a voulu s'en débarrasser également. Paramount. C'est Paramount qui elle a cassé son contrat. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? La folie Tom Cruise à ce moment-là où il a un peu sa crise d'ego. Déjà, suite à quel film à ce moment-là, il vire son agent. Paul Wagner, je crois. Oui, avec qui il avait monté sa boîte de prod. Voilà. Il y a discordance, il n'y a plus les mêmes envies en termes de carrière, il la vire. Il engage sa propre sœur qui va gérer sa carrière. Et donc là, c'est explosion Tom Cruise. Il va chez Oprah Winfrey, il saute sur le canapé, il dit tout et n'importe quoi dans les interviews. On a l'impression qu'il est un peu sous coke, mais finalement, c'est juste que le mec est un peu incontrôlable. Il a un peu, comme je disais tout à l'heure, sa crise d'ado. Mais ça dure pas longtemps. Ça a quand même pas duré très longtemps parce qu'il est quand même revenu vite. En fait, il y a eu une grosse remise en question très rapidement. Ça avait fait du bruit à l'époque, hein, tout le monde en parlait, il parlait que de ça. Et à ce moment-là, il coule quand même. Enfin, il essaye de sauver United Artists, la boîte de. Il reprend à ce moment-là United Artists qui est en banqueroute totale, il la rachète et il essaye d'en faire quelque chose. Ça marche pas du tout parce que suite à sa petite crise, les films de Tom Cruise ne fonctionnent plus du tout. Il rechange d'agent et Paramount ne le suit plus du tout. N'en veut plus. Enfin, ça casse l'image aussi du studio. Les films ne marchent plus et Collatéral ne marche pas bien, je crois. Hein. Et c'est pour ça que Mission Impossible 3 n'avait pas marché, que ça arrive après La Guerre des Mondes. Ouais. Même si moi je me rappelle d'avoir été dans une salle comble à l'époque. Moi aussi. Mais ça n'a peut-être pas marché aux États-Unis. Ça n'a pas marché aux États-Unis. C'est le premier que j'ai vu au cinéma. Mais ça il a très vite remis les pieds sur terre. Après il a fait Le Dernier Samouraï, il est reparti avec Edward Zwick. Enfin il est retourné dans des films solides. C'est reparti très très rapidement. Hein. C'est ce qui prouve quand même que Tom Cruise est adoré par le public parce que c'est quand même rare qu'un acteur qui provoque une hystérie pareille de mécontentement par les studios puisse revenir aussi vite par la suite. C'est que quand même il forge le respect et l'admiration du public dans le monde entier. Moi pour encore... je pense sincèrement qu'il y a eu un tournant de génération au milieu des années 2000. Où il y a eu cette génération des années 80 qui ne suivait plus trop ou suivait... Et je pense qu'il y a eu une nouvelle génération, années 90, début 2000, qui sont arrivées. Et il y a eu le temps que tout prenne le pas. Et c'est une nouvelle fois la saga Mission Impossible qui prouve que cette nouvelle génération l'a suivi parce que les films ont été un carton après le 3, qui est le tournant, où cette nouvelle génération a eu un peu de mal à embrayer sur celui-ci. Dommage pour J.J. Abrams, mais ça a eu du mal à prendre. Je pense que ça a été un coup de transmission un peu.
Et ça n'a pas été non plus très très compliqué pour prendre la suite, parce qu'après c'était un carton. Et ça a été... Mais il s'est quand même passé 5 ans du coup entre le 3 et le 4. Ouais, mais il y a eu d'autres films entre les deux. Oui, mais parce que justement, ils étaient partis pour ne peut-être plus en faire Oui. le passage de Ah oui, relais. oui, c'était net, hein, il n'y avait plus de Mission Impossible. Hein. Ça avait pas dissous un studio. Enfin, ça avait ruiné. Non, ça a dissous Paula Wagner et Tom agence, Cruise. oui, Ouais, c'est donc ça. le studio qu'ils avaient, ils avaient monté la boîte de prod ensemble. Je crois, ouais, voilà, c'est ça. Paula Wagner, Tom Cruise. Cruise Wagner Production. Voilà, c'est ça. sur les génériques. Donc ça avait cassé un peu, même si tu regardes, je crois, dans les génériques des derniers films, je crois qu'elle est pas loin encore. Hein. Je crois qu'il faudra regarder dans les dernières Que dans le prods. 5, elle y est plus. Elle y est plus Ah, C'est la quatre. boîte de prod de Tom Cruise, c'est Odin Pro. Ah, c'est la boîte de prod. D'accord, d'accord. Donc il a refait Il- une nouvelle boîte de prod. Il Ouais. est toujours là en producteur. Hein, ça, D'accord. ça ne change pas. Ça change pas. Et vous aimeriez continuer à voir Tom Cruise dans Mission Impossible? Vous aimeriez un 7, un 8, un 9? Jusqu'à Ou ce c'est un qu'il peu meure. l'effet Daniel Craig où on commence quand même Moi, à j'aimerais bien trouver le- qu'il vieillit? Moi, Moi, j'aimerais- pour rebondir, je vous laisse la parole parce que je parle beaucoup, c'est vrai, mais moi j'aimerais bien le voir façon comme Peter Graves dans la série télé, En mentor. en mentor, en continu, comme ça, le voir jusqu'à qu'il puisse plus. Et un jour, on arrive et c'est lui, façon Tony Hopkins dans le 2, Alec Baldwin, non? C'est qui reprend un peu le rôle dans les derniers, un Il y peu. avait Laurence Fishburne dans le 3. Laurence Fishburne. On croyait qu'il était méchant, mais en fait, non. Toujours ça dans C'est Mission ça. Impossible. Mais en fait, ça reprend un peu le code du premier où John Oui. Voight, qui reprenait le rôle de Peter Graves dans la série, Était en fait le était méchant. en fait le méchant. Et excusez-nous du spoiler, mais spoiler alerte. Ça, il est sorti depuis longtemps, vous l'avez tous vu. Hein, soyez pas comme Emmerich à le rattraper en 2018. Hein. Ah oui, Emmerich, tu l'avais pas vu le 1. Ah non, moi j'ai jamais été un grand fan de Tom Cruise en fait, donc tous les films de Tom Cruise que j'ai vus, je les aime pas. Ah oui. Malheureusement, à commencer par Top Gun, je vais me faire des ennemis, mais tant pis. Et Tu sais qu'il y a un deuxième Top Ouais, Gun qui est en ouais, préparation. je le regarderai, mais bon. Non, je suis pas un grand fan. Du coup, les Missions Impossibles, je les ai pas spécialement boycottées, mais je me suis jamais vraiment penché dessus. Après, faut dire que globalement, j'ai apprécié, parce que en plus de pas être fan de Tom Cruise, je suis pas un grand fan des films d'action de base, donc j'avais rien qui pouvait me James plaire. Bond, ça te plaît pas? Si, mais il y a que les James Bond. Et encore, moi, depuis Daniel Craig, je les regarde quasiment plus. Parce que ça t'as grandi avec. Ouais, voilà aussi. Et ma mère était une grande fan de James Bond, donc forcément, alors que pareil, les Missions Impossibles, Die Hard, Jason Bourne, mes parents, ils sont jamais connus. Enfin, ils ont jamais regardé, donc... Oui, il y a un côté un peu plus élégant à la limite dans la saga c'est un James peu, Bond ouais, c'est un peu ça. qu'on ne Ils aiment retrouve bien aussi pas. le côté gadget, etc. Donc, c'était quoi la question au début? La question c'était que Ah tu oui, n'avais pas ouais, vu bah, c'est Mission ça. Impossible 1 Bah, et du t'étais coup, complètement bah, passé du à coup, côté. En ouais. l'occurrence, pour le coup, j'ai toujours pas vu Rogue Nation. Et je me souviens même plus entièrement de Protocol Fantôme. Parce que lui, je l'avais vu, je crois. Ah oui, c'est un véritable supplice alors, Ouais, Mission Impossible. Non, c'est pas un supplice parce les que. films en Parce puzzle. qu'en l'occurrence, en les ayant revus, enfin en les ayant vus du coup récemment, ça va. Globalement, je trouve que c'est assez sympa, il y a une construction qui est pas mal. Bon, par contre, par exemple, je sais que dans le 2, à la fin du 2, avec le coup des masques, je trouvais ça ridicule, mais bon, ça fait partie du charme, j'imagine. Mais personnellement, pour Tom Cruise, moi j'aimerais bien voir un préquel avec Tom Cruise à l'âge de 20, enfin avec Ethan Hunt à l'âge de 20 ans et Tom Cruise dans le rôle. Il serait capable de le jouer. Il serait capable, avec le coup des masques. Et il le ferait, Avec le en coup plus. des masques. Et le Ouais. rajeunissement numérique maintenant qui marche vachement bien. Ouais, non, mais je pense qu'il acceptera. Moi, je repensais à ma proposition de le voir vu, il sera jamais accepté. Enfin, il acceptera jamais. Mais il Non, accepte il pas de accepte vieillir. Il déjà. accepte pas de vieillir. Après, ouais, le voir jeune, non. Non, je rigolais. Ouais, évidemment. mais ça serait capable, ça serait marrant, Ouais, ça serait marrant, mais. Et vous pensez quoi de ces choix artistiques d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pensez de Tom Gun 2? Est-ce que c'est vraiment nécessaire C'est en un risque, hein. 2018 C'est un énorme risque. Hein. Bah après, en ce moment, 25 ans après. ils font tout, genre 25, 30 ans après, ils ressortent tout. Ouais, il va chercher que Joseph En Blade Kosinski. Runner 2, là, genre, enfin, est-ce qu'il y avait une le nécessité? film est beau. Après, ça fait des Ouais. années que les gens réclament une suite à Top Gun. Ça fait des années qu'on en parle. Hein, Et une il suite a de Top peaufiné, Gun. hein, il a travaillé, Ouais. hein, il a la prod, il est derrière, il Oui, le peaufine. donc, Hein, Ouais, mais il c'est a ramené pas- Mais est-ce que Kosinski. c'est vraiment nécessaire? Est-ce Non, que moi, le je pense film pas que ce n'était soit pas un mini chef-d'œuvre en soi? Pas pour ceux qui n'aiment pas Tom Cruise et qui Ouais, n'aiment mais pas ce ça- genre de film, mais voilà, il fait partie des classiques. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire un deuxième?
Ça, c'est une question qu'on peut poser pour beaucoup de remakes ou de suites qu'on a à notre époque. C'est des films qui ont marqué leur époque parce qu'ils s'inscrivaient dedans. Il y avait les problématiques historiques du moment. Les refaire maintenant, c'est un peu flemmard. Il y a ce côté, bon, bah, on reprend les mêmes, on recommence, on vide un peu le film de son message de l'époque. On sait pas ce qu'on y remet. On refond, on réécrit, puis à la fin on se retrouve avec un truc bête, un truc à la Gigi Abrams. Ça va pas être le cas avec Tom 2, parce que ça fait tellement d'années. Je pense pas. Et Tom Cruise, il a renvoyé les scénarios, hein, on l'a vu. Et je sais pas combien de versions. Il y en a beaucoup, hein, parce qu'il en a renvoyé beaucoup, il a accepté à condition d'avoir un scénario parfait. Faut bien se souvenir que dans le premier Tony Scott, c'est pas Tom Cruise de base, c'est quand même Tony Scott. C'est quand même Tony Scott. Oui, Tony Scott. c'est le film justement. C'est le film, hein, c'est le film qui fait de Tom Cruise une star. En gros, il y a toute une bande de jeunes acteurs à l'époque dans le casting. Il y a Val Kilmer, Tim Robbins. il y a Tim Robbins, il y a Tom Cruise. Il n'est pas tout seul. Hein. Ça en a fait des stars de beaucoup. Hein. Val Kilmer, il doit beaucoup à Top Gun aussi. Hein. Oui. Donc, mais on l'entend souvent aussi cette excuse de ouais mais c'est fait sérieusement, lui il est vraiment derrière, etc. Une fois sur deux, c'est quand même un échec. Ah oui. Ça va être une prise de risque. C'est une énorme prise de risque pour Tom Cruise. T'as quoi en tête Là, comme ça, rien de précis, mais régulièrement, j'entends. On s'attend tous à une suite de folie, et puis. Les Terminator. Jurassic World. Jurassic Ah World, oui, Terminator. Terminator, c'est une bonne démonstration. On se dit enfin le retour de. Je me souviens même plus de son nom. Arnold Schwarzenegger. Ouais, puis de tout le monde. De Sarah Connor, enfin du 6, on va parler de Genesis, enfin c'est quand même voilà, un peu la blague de toutes les sagas du cinéma. Même les aliens, tout le monde se dit enfin Ridley Scott qui revient, et puis bon, ça fait 2 épisodes là, Covenant et c'était quoi le Prometheus, où tout le monde, enfin j'entends tout le monde dire oh c'est un échec, etc. Et les Star Wars? Les Star Wars, moi je suis mal placé pour en parler puisque moi je suis un grand fan, mais bon après c'est pareil, les Star Wars il y a des hauts, des bas, il y a des trucs qui vont pas, il y en a qui acceptent pas. Bon. Après, il y a pas, là en l'occurrence, il n'y a pas George Lucas, donc c'est peut-être un peu différent, je dirais. Mais d'une certaine un manière, peu différent. Excuse-moi. Je termine juste sur ça. D'une certaine manière, les Star Wars, c'est dans la même lignée, dans le sens où la prélogie, c'était George Lucas, tout le monde a craché dessus. Maintenant, il y a la nouvelle trilogie, c'est J.J. Abrams, Rian Johnson, enfin c'est Disney, et les gens revoient à la hausse la prélogie. Enfin, de toute manière. Il y a un peu de tout, il y a des hauts débats, il y a des choses qui... Peut-être que plus tard, les Aliens, Covenant et compagnie, ça redeviendra génial. Peut-être que le Terminator Genesis, tout le monde dira que finalement c'était un truc bien pensé, on n'a pas vu. Peut-être que... je sais pas. Que disaient pour revenir un peu Mission Impossible, réalisateurs qui collent un peu là-dessus, que disaient les vieux critiques de l'époque qui avaient vu ou subi la sortie de Scarface de Howard Hawks à l'époque en 1933, ce qu'ils ont dit quand ils ont vu Scarface et Pacino par Brian De Palma arriver au début des années 80, ils ont peut-être crié au scandale. C'est pas la même chose. Parce que ça arrive 50 ans après quand même. Ça arrive 50 ans après, mais on peut à peu près à la même époque, il y a le remake de The Thing, il y a plein de remakes à l'époque, hein. Ça enchaîne à tout va, et personne peut-être disait rien, ou tout le monde criait au scandale, on n'était pas là à l'époque, et peut-être que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, enfin diront que finalement ces films-là étaient bien, que le dernier Star Wars, que tout le monde déteste, réalisé par Rian Johnson. Enfin, tout le monde a adoré à sa sortie, puis maintenant tout le monde le déteste. Je comprends plus rien. C'est comme le réveil de la peur, de la force, où tout le monde a détesté à sa sortie, puis tout le monde adore maintenant. Dont moi. Moi, j'ai détesté à la sortie et j'ai adoré maintenant après. Alors moi j'aimerais entendre l'avis de Ghislain sur Star Wars qui apparemment absolument m'assassiner. Allez. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on a vraiment le cas pour Star Wars. C'est Abrams. Abrams, c'est l'artisan de la non-prise de risque. C'est l'artisan du moyen. Il arrive, il prend la saga. Puis bon, je vais pas trop mettre les fans à dos. Et puis en même temps, le 4 il a l'air sympa, on va reprendre les ingrédients, on les change un peu. Bon, on va mettre une fille, un noir, ça a l'air sympa. Ils seront de notre côté comme ça. Ok, super, mais la prélogie, sans faire l'éloge de la prélogie, elle tentait quelque chose de différent de la trilogie originale. Il y avait le côté politique, il y a eu un univers étendu avec une série animée qui creusait un peu cet aspect-là. Il y avait un essai. Là, le réveil de la force, je suis désolé, c'est pas possible, quoi.
C'est non. Et c'est ce que je vois un peu justement, on va rebondir sur Mission Impossible, puisque maintenant J.J. Abrams, depuis le 4, est producteur, il a été réalisateur sur le 3. D'ailleurs, c'est le premier film qu'il a réalisé, le premier long métrage qu'il a réalisé. Quand même. Ouais. Ensuite, il est producteur, et ça, bon, il y a eu le conflit Brad Bird. Donc Brad Bird, c'est quand même un auteur, il a réussi avec Tom Cruise à faire sa petite soupe. Sur le 5, on commence un petit peu, le 5 est très appréciable hein, avec Christopher McQuarrie. On commence un petit peu à avoir une uniformisation de la chose. Je sais pas s'il est producteur sur le 6. Abrams. Il est mais il prend, enfin je pense qu'il est, il est consultant, mais l'exécutif. Ce que tu parles de l'uniformisation, moi je parlerais plus de la patte réelle de Tom Cruise à partir du 5. Parce qu'il est proche de Christopher McQuarrie, ils ont bossé ensemble sur Jack Reacher. Voilà, mais je pense qu'on sent la patte Tom Cruise. C'est pour ça là où on rebondit tout à l'heure ce que je disais, où je me demandais si c'était pas Tom Cruise qui réalisait un peu en côté. Je pense pas, parce que Christopher McQuarrie c'est un bon réalisateur. Hein. Way of the Gun. Oui, non, je dis pas, mais en fait on sent. Tu sens moins le style. On sent moins le style McQuarrie par rapport aux Missions Impossibles, par rapport à Jack Reacher. On sent plus quand même une patte Tom Cruise. Ça sent l'impulsivité de Tom Cruise, la folie de Tom Cruise, où ça respire. Jack Reacher ressent moins Tom Cruise par rapport à ça. On peut relier Jack Reacher à Way of the Gun, par exemple. Il y aura la même brutalité, la même violence. Mission Impossible à partir du 5 ou même du 4, où on commence à sentir un peu la patte Tom Cruise. On sent que il a pris quand même des positions là où J.J. Abrams quand même, enfin on sent que le 3 c'est un film, on sent la patte de J.J. Abrams sur le moi c'est le plus oubliable justement de la saga, clairement. Ah, c'est c'est un film pivot pour moi. Moi je suis pas d'accord, parce que déjà il y a Philip Seymour Hoffman qui joue le méchant. Il y a un vrai gâchis d'ailleurs dans ce film. Non. Moi ça m'a traumatisé la scène de il est silencieux, taiseux. On dirait le méchant de Goldfinger. Oui, un peu. Non, ouais. Philip Seymour Hoffman en méchant, le film n'est pas oubliable. Mais reconnaissons quand même à justement Tom Cruise d'être allé chercher J.J. Abrams. Donc c'était le premier film, juste parce qu'il avait vu les deux saisons d'Alias, je crois, et il s'est dit, putain, ce mec peut faire le film, quoi. Ouais. Et moi j'aime beaucoup le 3 parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma, et parce que justement, les deux premiers, je trouve que les méchants, bof. Dans le premier, c'est John Voight, mais il est mort au début, on le revoit à la fin. Le méchant du premier, il a plus un rôle symbolique par rapport à la série. De Palma, il est arrivé, il a dit je veux casser tout lien avec la série, on va prendre Phelps, qui est un personnage de la série quand même à la base, personnage récurrent, c'est lui qui donne l'émission à Ethan, pour en faire un méchant, on le tue à la fin, vous aviez 20 ans pour voir le film, désolé. En fait, Phelps, comme tu le dis, en fait c'est le héros, le grand héros et le personnage pivot de toute la série pendant 30 ans de série télé, je pense. Et c'est pour ça qu'apparemment Peter Graves n'a pas voulu participer au film Mission Impossible, parce que justement Phelps était le méchant. Voilà. Que c'était pas concevable. Ouais. Et pour en revenir à Mission Impossible, à ce que tu disais, Ghislain, pourquoi Philip Seymour Hoffman, c'est dommage dans le 3 parce que c'est la première fois que j'entends ça, hein, donc je suis assez... C'est quand même un acteur qui a une putain de présence à la base, et là c'est... Enfin, pour moi, tous les méchants de Mission Impossible sont oubliables, sauf justement, Phelps qui est un symbole, comme je disais, mais... donc on disait, on a James Bond et Mission Impossible de chaque côté. Ce qui est bien dans James Bond, c'est qu'au moins, ils ont cette espèce de caricature physique. On se souvient de Jaws, on se souvient de Hot Job, on se souvient de Blofeld. Même le chiffre. Voilà, même le chiffre. On se souvient moins de Mathieu Amalric, même si c'était osé comme Paris. Mais il est bon méchant, moi. Oui, c'est un très bon méchant. Il est pas mal, hein. Le film est vraiment pas bon, mais lui est un très bon choix de méchant. Mais Philip Seymour Hoffman, il est froid, il est taiseux. Mais justement, je trouve que c'est le méchant le plus marquant de la saga. Quand il est face à Tom Cruise, tu sais pas ce qu'il va faire. Il y a même des fois des pulsions homosexuelles. Cette scène de pattes de lapin là au début. Ouais, je dis pas un côté homosexuel quand même, non. Mais je suis d'accord que il y a ce problème. Enfin, c'est pas un problème, mais dans Mission Impossible, on va pas voir les films pour les méchants, contrairement à James Bond, où on est assez impatient de savoir qui va interpréter le méchant. Mais il y a ce même problème avec les sidekicks féminins dans Mission Impossible. Hein. Ouais, sauf Ilsa Foss. Sauf Ilsa Foss, qui est quand même assez marquante, mais sinon... Alors là, vous me le rappelez, parce que moi de l'abandon, ça m'a pas marqué. Rebecca Ferguson, ouais, mais quand même... Ah, c'est elle, Ilsa Foss. Elle avait, oui. Ah oui, d'accord, Rebecca Ferguson, moi je connais que pas.
Alors que dans le 4, qui se souvient qu'il y avait Paula Patton Il y avait Léa Seydoux. Il y avait Léa Seydoux, ça on s'en souvient parce que justement. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est Mais- mauvaise. Oh non, elle était mauvaise. bien, De je toute trouvais façon, c'est qu'elle une mauvaise faisait le- actrice. Mais qui se souvient Non, je suis pas Je suis d'accord. pas du tout d'accord. Réveillez-la, Pas du tout d'accord, réveillez-la. j'adore Léa Moi, je suis Seydoux. d'accord. Faut la secouer un peu. Non, il faut Non, avoir vu excellente certains actrice. films où tu la vois, elle est Elle vraiment est bien. excellente. Oui, dans la vie d'Adèle, elle est bien, mais en... Journal d'une femme de chambre. Mais même Oui, elle est L'Enfant bien d'en haut, enfin des films excellents. ouais. Avant qu'elle ait la Palme d'Or, elle était déjà excellente. Ouais, non, mais après, pour revenir à Mission Impossible, elle est est pas où, bien lui dans le rôle. Ouais, non, le rôle. On aurait est pu pas- prendre n'importe qui, En sincèrement. fait, à chaque fois qu'elle doit jouer dans des grands films comme ça, j'ai l'impression qu'elle se plante un peu. Mais Ouais, comme tout, même comme- La Belle et la Bête. elle prend comme son tous rôle, les hein. acteurs français, quand on regarde, tous les acteurs français qui vont jouer Je dans sais des pas films si- américains, Peut-être la barrière de la langue qui joue. Bah, ils ont l'air perdus. De toute façon, c'est Oui, toujours un peu Manuel Béard compliqué était pour un un peu perdu dans comédien. Mission Impossible Ouais. 1. Tu vois, aucun personnage féminin marquant Non. dans la saga. Non, contrairement à James Bond où on disait on attend les méchants, mais... Attends, James tu Bond- parlais J'attends les d'Emmanuel James Béard Bond. Tu disais Oui. qui Oui, Emmanuel Béard, je suis d'accord, elle était excellente dans le 1. Et Jean Reno était pas non plus horrible. Oh, Jean Jean Reno. Reno, ils s'en Jean foutent, Reno, ils voilà, font Jean Reno, n'importe c'est Jean Reno quoi. Ouais, Ouais, c'est oui, Jean voilà, Reno. c'était Non, Jean mais Reno. même pas, Jean il Reno. était Ouais. encore- Mais Emmanuel Béard, elle était excellente pour moi dans le 1. Oui. C'était un très beau binôme avec Tom Mais Cruise. apparemment, elle avait eu beaucoup plus de scènes qui auraient été coupées au montage parce que l'alchimie marchait pas entre les deux acteurs. De Palma était pas convaincu. Donc il y a pas mal de scènes qui auraient Elle n'a été jamais coupées au percé à montage. Hollywood, hein. Elle a fait Mission Impossible, après elle est rentrée vite fait en France. Hein. Mais quand tu regardes même les actrices qui percent à Hollywood, Marion Cotillard, elle a tourné avec les plus grands, mais jamais dans, Elle choisit ses leurs rôles. meilleurs films. Moi, Elle je pense qu'elle choisit ses choisit son rôle, rôles. parce que dans Ali, elle est quand même incroyable. Oui, dans Alien, elle est bien. Mais quand tu vois Public Enemies, bon. Bon, Elle est bien les dans films de Public Christopher Enemy. Nolan, non, Inception sur le dernier ou, plan, Mais ses rôles sont pas Ouais, super c'est- marquants. ouais, ce rôle, du coup, Moi, je j'ai- la À part préfère dans Inception. ses films Ah, moi, français. j'ai quand même. Oui. pas aimé Oui. son rôle en l'occurrence dans Inception, mais bon. Non, là, elle est chiante dans Inception. Ah, c'est- Pardon, c'est excusez-moi, Marion intéressant, Cotillard. mais- Ouais. Bah, après, Beaucoup c'est vrai de travail. que quand c'est pas ta langue, c'est quand même un peu difficile de trouver Ouais. sa place. Hein. C'est comme Mais- un acteur américain qui viendrait ici. Moi, je pense On a- que c'est c'est le jamais rôle. Moi, je pense évident, que c'est le évident. rôle qu'a choisi. Non, mais on a l'impression quand même que, je sais pas, ouais, c'est les acteurs français sont jamais bien servis par leur rôle aux On peut États-Unis. dire ça à Rebecca Ferguson, hein. Dans elle joue Elise Alphonse, on peut mettre n'importe qui, ça sera la même chose. Hein. Non, Elle apporte un truc. elle quand avait même. un Je physique qui est trouve quand pas. même différent. Franchement, on Si, trouve elle une apporte autre un truc. actrice. C'est pas les bimbos qu'on a vus avant, justement. C'est quand même Parce qu'elle est musclée, mais Elle était athlétique. Bah justement, ça, on- ça crédibilise le personnage. Oui, non, mais on en prend une autre, on la muscle un peu et on la fait, elle Ouais, mais arrive, tu c'est peux pareil. pas, hein. tu peux pas muscler n'importe qui non plus. Non, mais tu Les peux, actrices, j'en sûr que tu peux prendre 3-4 autres actrices à Hollywood actuellement, elle a fait le job carrément. Hein. Puis, Même si elle est mignonne, hein. Moi c'était mon coup de cœur de Rogue Nation à l'époque quand je l'ai découverte, hein. Mais je l'ai découverte par Mission Impossible. Hein. Mais, Moi, il y a quand même quelque chose qui me déçoit un peu, que ce soit les sagas James Bond ou Mission Impossible, c'est on oublie les méchantes. Il y a beaucoup de méchants, il y a beaucoup de méchantes. Avant, il y avait ça, mais ce que je veux dire, c'est que les James Bond girls méchantes n'existent plus. Elles sont pratiquement inexistantes, elles sont pratiquement toutes gentilles. Il y avait Et c'est Eva la même Green. chose dans Mission Impossible. Eva Green. Il y avait Eva Green qui était très ambiguë parce qu'elle est... Ah oui, Eva Green était effectivement Mais- numéro 1. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé dans les trois qui ont suivi. Il y avait plus de méchants comme il pouvait avoir dans GoldenEye Parce ou que ce genre de toute la choses. saga Daniel Craig se joue sur Eva Green en fait. Oui, Et il n'y a pas ça en fait dans Adèle, Mission puis Impossible, il n'y a pas de méchante, il n'y a pas tout ça. il Il y a pas- Michel Monaghan qui apparaît parce que sa vie est frustrée à Eton parce qu'il ne peut pas se marier avec elle, il peut pas. Enfin, il y a une scène bizarre dans la bande-annonce de Fallout où il y a une scène de mariage sur une Qui a plage l'air avec très elle. jolie comme scène. d'ailleurs. Mais Il a pris une bombe qui arrive. il y a une bombe qui arrive. Enfin, je pense que ça doit être un rêve ou un truc comme ça. Peut-être une explosion atomique, ça ressemble. Ouais. Ça fait Et très vous aimeriez Watchmen. pas voir justement une femme méchante dans Mission Impossible? Pourquoi pas? Bah oui. Bah, pourquoi il y pas. avait la trafiquante d'armes, d'ailleurs, son rôle était écrit pour un homme à la base. Et donc Max, ouais, c'était Max dans le premier, Mission Impossible. Ah oui. Et finalement, je sais plus le nom de l'actrice. C'est Vanessa Redgrave, non? Oui, Vanessa Redgrave qui est très très bien dans. Qui Très, est très Tom bien. Cruise qui fait, Ça- c'est pour ça qu'il l'a mis. Ça reste un méchant secondaire, quoi. Oui, Mais c'est comme pas il est méchant. assez doux C'est dans pas Comme le il est méchant, assez c'est un doux allié, qui était, quoi, c'est un oui, allié. voilà, oui. C'est un allié, mais non, il n'y a pas beaucoup de femmes dans Alors, il y dans a eu Mission des- Impossible, hein, il y a toujours un rôle comme ça, mais. Oui, mais elles sont interchangeables. Il y a eu des Interchangeable, histoires dommage. de production, de casting aussi sur le 3. Il y a eu Scarlett Johansson qui pouvait pas. Il y a Rachel McAdams qui avait refusé un rôle. Il y a Carrie Ann Moss, on lui avait écrit un rôle, il a été effacé. D'accord, Donc, oui, il y a pour quand même le eu- 4 Pour le Premier. 3. Pour le 3 Ah oui. Donc il y a quand même eu des histoires. Il y a eu des essais, mais c'est mort dans l'œuf pour l'instant. Et alors, conclusion, puisqu'on va bientôt arriver à la fin de cette émission, est-ce que vous irez voir Mission Impossible Fallout?
Même ceux qui ne sont pas fans de... Si je Pas par rattrape- obligation, parce que Close Up Bah, Magazine vous l'a dit, mais est-ce que vous irez voir Mission Impossible 6 ? Est-ce que vous attendez ce film ? Moi, j'attends pas, du coup, personnellement, parce que j'attends pas spécialement. Parce qu'il a 6 films à rattraper. Voilà, et déjà, j'attends pas spécialement les films d'action de cet acabit. J'attends même plus les James Bond en l'occurrence, puisque moi, depuis Pierce Brosnan, je ne les suis plus. Il attend plus rien de Il attend plus rien, il attend plus rien. Je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas pourquoi, mais il a une corde à sa main, je sais pas ce qu'il va faire. faire. Emmerich est actuellement debout sur sa chaise avec une corde. Exactement. Nous avons perdu Emmerich, il sera Mais pas là pour le prochain. J'irai peut-être le voir, oui, si je rattrape les précédents et si... Parce que malgré tout, ça reste un très bon divertissement et ça reste des films globalement d'une bonne qualité. Et au-dessus du panier, quoi. Et ouais, alors après, bon, voilà, en l'occurrence Rogue Nation, je peux pas le dire parce que je l'ai pas vu, mais je pense que oui, pourquoi pas. Puis bon, Tom Cruise, malgré tout, même si je suis pas un grand fanat, il a quand même une gueule, une prestance, un charisme. Ça fait partie des acteurs, quand tu les vois, tu te dis, bon, qu'il soit scientologue ou pas, malgré tout, il a quelques une qualités, base, ce quoi. Tom. Voilà, c'est ça, il a Oui. une base. Alors, tu parles de scientologie, C'est parle quand même beaucoup de scientologie auprès de Tom Cruise, mais dans son cinéma, ça se sent. Ça se sent Jamais. absolument pas, ouais. Oui. Absolument Donc pas. on Oui, nous mais fatigue la part en des est qu'il soit scientologue, mais il n'y a jamais de propagande, il n'y a jamais rien de tout ça. Contrairement à John Travolta ou autre chose qu'on a essayé par des films qui se sont bien plantés. Will Smith. Will Smith aussi. Enfin, Tom Cruise n'a jamais fait l'apologie de la scientologie par ses films. Donc Parce que c'est un mec qu'on arrête de intelligent, parler. il sait que tout Voilà. le monde s'en fout, entre guillemets. voilà, qu'on arrête de parler de scientologie avec Tom Cruise. On n'est pas saoulé de scientologie via Tom Cruise. Et on ira voir le film de Et on ira voir Alors Fallout c'est ça, par j'aimerais obligation finir par un tour professionnelle. de table sans obligation professionnelle en tant qu'individu. Alors on vient d'avoir l'avis de Emmerich, j'aimerais avoir l'avis de Alex. Non, moi j'irais clairement, pas par obligation professionnelle, même si Mathieu me faisait du regard. Non, j'irais tout simplement parce que c'est Mission Impossible et ça fait depuis que la bande-annonce est sortie, c'est ma grosse attente de cet été, quoi. C'est pour moi le seul blockbuster qu'il va y avoir cet été qui fait un peu envie, quoi. En plus c'est vrai que c'est le seul qui... Il y a quand même le film avec Jason Statham et un requin géant. Meg, en piégeant notre loup, il y a les Indestructibles 2. Les Indestructibles, mais je veux dire le vrai blockbuster moi que j'attends avec qui a l'air de excitation, grande qualité quoi. parce Oui. que Jason Statham... Non, puis qui me fait frétiller un peu ouais, partout, c'est ça. c'est Fallout. C'est devenu un J'irai le rendez-vous voir. d'une certaine manière. Oui, Ça c'est fait ça. en fait 6 maintenant. Surtout ça que là, il va. arrive très rapidement après Rogue Nation, hein, parce qu'il arrive quoi, 2 ans, 3 ans 3. 3 ans. Trois, Ouais, il arrive très 2015, rapidement par rapport aux autres. Hein. Ghislain, t'iras le voir toi parce que Mathieu t'oblige. Non, bah j'irai le voir parce que justement je veux constater l'évolution quand il y a un réalisateur qui était sur un épisode précédent, donc le 5, qui fait la suite directe parce qu'on a à chaque fois eu un réalisateur différent, ne serait-ce pour constater, pour voir où va la série après celui-là. Est-ce qu'on va commencer à grincer des dents? Est-ce qu'au contraire on va avoir quelque chose de très sympathique? On reprend l'équipe et son évolution malgré les persos qui se perdent à droite à gauche. On a toujours Luther, on a de nouveau Rebecca Ferguson, on va revoir Solomon Kane, donc Et Benji. à voir. Oui, Benji. puis la bande-annonce laisse présager quand même qu'il y a peut-être une petite fin à tout ça, non? Donc Je Mathieu, sais pas toi si vous t'iras l'avez le voir. Bah oui, carrément, oui. Moi, depuis l'achat de la VHS en l'époque, moi je suis fan de la série télévisée, je suis fan de Tom Cruise, donc les deux associés a fait que je suis le premier depuis sa sortie VHS. Non, ouais, c'est la grosse attente, c'est le gros blockbuster de l'été, c'est l'événement. Qu'on en dise tout ce qu'on a vu au préalable là cette année qui nous a un brin terne. Franchement, on a vécu une mauvaise année 2018. Là. Il y a eu un bon début. Un bon début avec Guillermo del Toro, mais là, franchement, ça va être un peu notre joujou pour cet été avec les Indestructibles 2. Mais comme on a déjà digéré les Indestructibles 2 parce qu'on a la chance d'avoir vu le film déjà, bah là, oui, ça va être la grosse attente. Il y a quoi d'autre qui va sortir? Pas grand chose. Il y a le Skyscraper avec Dwayne Johnson, Oui, mais bon, c'est un ça va Die être Hard bis. mauvais. Oui, la bande-annonce laisse présager le il y aura du pire. fond vert. Il y a du fond vert, ça va être du Oui. Die Hard bis, donc le gros blockbuster qu'on attend là après les Cet Indestructibles été, 2, c'est clairement Mission c'est Impossible. Fallout, et en plus il y a quelques indices qui laissent présager dans la bande-annonce qu'il y a pas mal de choses Qui peut intéressantes, une petite fin peut-être, Peut-être. parce que ça sent quand même la fin. This is Mm. the end, comme diraient les Doors. Sauf si ça Ah, marche. pour vous, il n'y aura pas de 7ème. C'est possible. Bah, Si, mais ça fait un peu des airs de peut-être, on Requiem. verra, ouais, c'est ça sert ça un peu réunit de un ouais. peu tout le monde. c'est Ouais, sombre. mais pourquoi pas l'intelligence de Tom Cruise de finir la saga Mission Impossible Et on ne le pour- saurait pas avant.
À votre avis, ils gardent ça en Ah bah surprise? oui, l'intelligence Ouais. de la prod, l'intelligence de Ah oui. l'intelligence du studio, parce que c'est quand même un Pas de spoiler, pas de spoiler. Ouais, C'est pour je ça qu'on pense. se focalise beaucoup sur les cascades. Pourquoi pas une fin? Pourquoi pas une mort de Ethan Hunt? Pourquoi pas un mariage et une retraite? Pourquoi pas plein de choses? Depuis le temps Pour qu'il- revenir 5 ans après ou revenir avec un nouveau Mission Impossible comment dire, dans un futur proche. Pour moi, Ouais, pourquoi pas la fin? Pourquoi pas la fin? Mais en Il tout cas, j'ai très très envie de voir Fallout, oui. On pourrait d'ailleurs tout à fait en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en revenir à un truc style Mission Impossible héritage ou je sais pas quoi, dans la même lignée croquis. Voilà. Oui, il serait capable de faire un truc ouais. 15 ans plus Où tard. Tom Cruise justement. apparaît 5 Voilà, c'est minutes, ça. il fait 6 Il prend la missions. place de Phelps ou. Il est Exactement. nommé aux Et pour- Oscars du deuxième Meilleur acteur. second Mais mec lance un super indice, pourquoi pas Ethan Hunt deviendrait le Phelps d'une nouvelle série télé où on verrait finalement, en fait dans le magnétophone ça serait juste la voix de Tom Cruise où il apparaîtrait comme ça brièvement 5 C'est minutes lui qui dirait. et il lancerait Ouais. et il Enfin, lancerait Ouais. une nouvelle saga. Mais écoutez, parfait. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu, Alex, Merci à Henry, D Ghislain. d'avoir conduit cette première émission. C'était un plaisir et merci d'avoir écouté ce podcast donc de Close Up Magazine. N'hésitez vraiment pas à nous donner votre avis. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir débattre sur les émissions et surtout sur les films et les acteurs. Donc donnez bien votre avis et on sera ravis de pouvoir débattre avec vous. Merci et bonne journée à tous. À bientôt. Bisous. 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 Mission Impossible, Fallout. Il ne peut y avoir de paix sans d'abord une grande souffrance. Plus la souffrance est grande, plus la paix est grande. La fin que vous avez toujours redoutée est proche. Elle est proche. Et c'est vous qui aurez les morts sur la conscience. J'ai prié pour que ce ne soit pas vrai. Salomon Lane s'est évadé à Paris. Et maintenant, le monde est en danger. C'est la mission de la CIA. Vous utilisez un scalpel? Je préfère un marteau. C'est pas une bonne idée. C'est pas ce qu'on dit à chaque fois, honnêtement. Il n'est pas là que pour observer. C'est un tueur. Je n'ai confiance qu'en vous trois. Si vous dérapez, il est autorisé à vous tuer. Ce sont les ordres. Sans rancune. Tu es où, Benji? Pour à gauche. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que t'attends? Je saute du haut d'un immeuble. Ah, pardon, bonne chance. Quand le vent va tourner, Ethan Hunt perdra tout ce qu'il a aimé. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Tu ferais mieux de t'en aller. S'il te plaît, ne m'oblige pas à être contre toi. Ça ne nous ressemble pas, Ethan. Peut-être qu'il est temps que ça change. Acceptez-le, Ethan. Ce qui est fait, c'est terminé. C'est terminé quand nous décidons que c'est terminé. C'est parti. Oh mon Dieu. Mission Impossible, Fallout, au cinéma le 1er août.